professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, les histoires d'erreurs médicales ou de gens qui ont un diagnostic qui arrive trop tard ou des patients qui ne se sentent pas écoutés par le système médical, il y en a chaque semaine. Mais il y a une histoire qui a beaucoup ébranlé le Québec. On en a entendu parler l'été dernier. C'est le cas de Jacques Teasdale, donc ancien conseiller municipal et aussi ancien journaliste à TVA, parce que on a appris finalement qu'il était décédé d'un cancer du poumon qui aurait très bien pu être évité. Je vais en parler avec son fils, Olivier Teasdale. Monsieur Teasdale, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pour nous rappeler d'abord dans quelles circonstances votre père est mort l'année dernière, puis on va parler après des erreurs médicales et de ce que vous voulez faire pour changer les choses. Alors, on va le faire dans l'ordre pour que les gens qui nous écoutent et qui sont pas au courant du dossier puissent se mettre à jour en vous écoutant. Donc, d'abord, dans quelles circonstances votre papa, Jacques Teasdale, est décédé? En fait, mon père est décédé d'un cancer des poumons, stade 4, le 16 juillet dernier. Pour faire un bref résumé de la situation, mon père avait passé un TACO des poumons en décembre 2020 et avait un TACO où on diagnostiquait un adénocarcinome in situ, donc un début de cancer sous la peau. Il a été vu par son pneumologue en janvier 2021, un mois après le TACO, qui ont convenu ensemble de prendre un suivi un an plus tard. L'histoire nous apprendra que le suivi n'aura jamais lieu et que malheureusement, après plusieurs visites et hospitalisations, les années qui ont suivi le TACO de décembre 2020, puis plusieurs visites avec son médecin de famille, son infirmière praticienne, le cancer s'est propagé jusqu'à un stade 4 et malheureusement, mon père est décédé de ce cancer-là qui, comme plusieurs nous l'ont dit, aurait pu être traité facilement au début, il y a 4 ans maintenant, lorsque ça a été découvert, l'adénocarcinome. Alors, l'été dernier, vous avez alerté les médias, donc on a lu des chroniques, on a lu des textes là-dessus qui nous racontaient dans les détails cette histoire-là, parce que votre père, Jacques Teasdale, donc ses réflexes de journaliste, c'était bien sûr de fouiller et de documenter les faits. C'est ça que ça fait un journaliste. Donc, ses réflexes donc faisaient en sorte qu'il notait les dates, qu'il notait les événements. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris que, donc, quand votre père passe ce fameux examen, normalement, quand on dit il doit y avoir un suivi, même quand le médecin lui dit on devrait faire un suivi dans 1 an, c'était déjà trop tard. Le suivi aurait dû être fait dans les semaines, dans les mois qui suivaient. Comme les oncologues nous ont dit, parce qu'on a rencontré plusieurs médecins, il faut comprendre que de la journée où est-ce qu'on a un diagnostic de cancer des poumons, là, il y a le branle-bas de combat, les médecins, on en voit un et un autre. Et plusieurs nous ont dit, du moment où on nous a dit que le dossier de mon père avait été oublié, plusieurs nous ont dit si ça avait été traité en 2021, lorsqu'il a vu le pneumologue, le cancer aurait été guéri. Et même après avoir fait plainte au CNDP, lorsqu'ils ont accepté notre plainte au CNDP, le médecin examinateur nous mentionne la même chose. Le suivi aurait dû être fait tout de suite et jamais mon père aurait dû sortir de l'hôpital cette journée-là et on aurait dû le garder à l'hôpital pour prendre des démarches tout de suite pour faire une opération. Vous venez d'utiliser un mot, puis vous l'aviez utilisé à l'époque en 2024, l'année dernière. Vous avez dit « le dossier de mon père a été oublié ». Là, il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent à la télévision, qui se disent « c'est épouvantable ». Comment une information aussi importante peut être oubliée et comment un suivi qui devait être fait peut passer entre les cracks? Est-ce que vous, rendu aujourd'hui, au mois de mars, vous avez un élément de réponse à ces questions-là? Comment on fait pour perdre un dossier ou oublier un dossier dans le système de santé québécois en 2024, en 2025? Vous savez, Madame Durocher, le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un nous dit le dossier est tombé entre 2 chaises, quand on a un père journaliste, faut comprendre que la pomme n'est pas tombée loin du pommier non plus. Moi aussi, j'ai fait des recherches. On a fait des demandes sur son dossier médical au CHU de Québec. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 volets. Il y a le CHU de Québec et il y a aussi le GMF de Loretteville, la clinique médicale, où son médecin de famille reçoit aussi la documentation. Oui. Donc, on a fait plusieurs recherches. On a constaté effectivement qu'il y avait eu un suivi qui avait été convenu entre Jacques et son pneumologue Pierre Damour à l'hôpital de l'Enfant Jésus, suivi qui n'aura jamais eu lieu. Et maintenant, pour savoir si on comprend mieux aujourd'hui, ce qu'on a demandé au CHU de Québec,
c'est à savoir, lorsqu'un pneumologue, parce que par leur article de loi, leur article du Code du Collège des médecins, l'article 32, ils ont une obligation de suivi. On a fait la demande au CHU de Québec et ça a été extrêmement difficile, imaginez-vous, pour nous d'aller chercher ce document-là parce qu'on voulait pas nous le remettre. Il n'y a jamais aucun suivi qui est parti du bureau du pneumologue. Il n'y a jamais de requête qui a été faite du bureau du pneumologue. C'est écrit noir sur blanc par le CHU de Québec. Donc, l'entité qui gère le médecin, le spécialiste qui était à l'époque chef de la pneumologie du CHU de Québec, n'a jamais pris le temps de faire sortir de son bureau la requête pour un suivi qui va être 1 an plus tard. Ensuite, on va passer un examen, on se fait opérer, on vous rappelle dans 8 semaines pour un suivi post-opératoire. On va se faire rappeler dans 8 semaines. Mon père a rappelé. Pas de nouvelles, bonne nouvelle qu'il nous disait, parce que mon père, c'était un vieux de la vieille, c'était un journaliste à l'ancienne, encore au cardex puis au crayon. Faut comprendre que quand il dit « j'ai pas de nouvelles », c'est des bonnes nouvelles. Et aussi, il faut dire qu'il se fait hospitaliser 4-5 fois dans les années où on lui dit « vous avez une bronchite, vous avez une pneumonie, vous retournez chez vous avec des médicaments ». Personne lui mentionne ou personne ne lui parle de l'adénocarcinome qui a été décelé en 2020. Alors, c'est vraiment important de nous rappeler chacune de ces étapes-là, Monsieur Teasdale, parce que, bon, il y a eu des articles, ma collègue, entre autres, Élisa Cloutier du Journal de Québec, a fait de nombreux textes là-dessus. Là, on arrive à octobre 2024, donc après le décès de votre père. Et là, vous décidez, vous, d'envoyer une mise en demeure et à l'hôpital et à la clinique GMF. On en est où avec ça, avec cette mise en demeure-là? Est-ce qu'il va y avoir une poursuite? Allez-vous les poursuivre? Présentement, on essaie de comprendre le système. C'est un système, on se bat contre une machine qui est hyper importante. Ils ont plusieurs avocats, plusieurs entités. Les médecins ont des bureaux d'assurance différents. Donc, en envoyant la mise en demeure, on a des réponses de plusieurs cabinets d'avocats différents parce qu'il y a une infirmière praticienne, un médecin de famille, un spécialiste, le CHU de Québec. On nous demande de patienter le temps qu'eux prennent position actuellement. Et c'est pour ça que nous, on continue de faire du bruit parce qu'on trouve que c'est lourd. Faut toujours penser que en arrière de ça, il y a une famille qui va devoir vivre un deuil plus tard. Parce qu'en ce moment, on vit pas notre deuil. On veut rendre justice à mon père, puis on travaille pour lui. Il faut penser aussi qu'on se fait mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, je le mentionne dans plusieurs articles. On avait un document qui est le document de la radiologiste qui nous a été remis par erreur, si on veut. Parce que le GMF de Loretteville nous a rappelé pour revenir en nous disant, écoutez, M. Teasdale, il y a des documents qui se sont joints à votre document qui n'ont pas d'affaire là. Vous savez, comme je vous disais tantôt, la pomme n'est pas tombée de l'arbre. J'ai fait imprimer le document avant d'aller le reporter pour comparer les documents qui allait être changé à la suite. Et le document, qui nous a d'ailleurs même pas été encore aujourd'hui remis par le CHU de Québec, c'est le document de la radiologiste qui avise le médecin de famille, l'infirmière praticienne, le pneumologue de l'époque, que mon père a un adénocarcinome, mais jamais, des suites de ça, personne ne prend un plan d'intervention pour dire on va aider Jean Teasdale. OK, donc vous êtes en train de nous dire, puis ça, je trouve c'est le bout le plus hallucinant de l'histoire, qu'il y a dans le dossier de votre père un document qui monte noir sur blanc, qui a une radiologiste donc qui a fait l'examen de votre père, qui dit ce monsieur-là, il a un cancer, attention tout le monde, il faut faire quelque chose, et que ce document-là s'est retrouvé par erreur dans les documents qui vous ont été remis, et que là, le milieu médical québécois vous dit « Hey, Monsieur Teasdale, fils, rendez-nous le document, on vous l'a donné par erreur. » Je veux dire, chaque affaire que je lis dans ce dossier-là me fait halluciner. C'est pour la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, Olivier Teasdale, c'est que vous avez parti une pétition, alors que les gens peuvent aller signer ou pas. Ça dit que vous demandez que dans cette pétition-là, on suspende tous les... Je vais demander à Jean-Philippe de le laisser à l'écran, là, que je puisse le lire en même temps. Suspendez tous les professionnels de santé pendant les enquêtes sur des erreurs médicales. Donc, votre objectif, c'était qu'il y ait 200 personnes qui le signent. Pour l'instant, il y en a 165. Pourquoi cette pétition-là, Monsieur Teasdale? C'est pas un peu énorme comme demande? Parce qu'à ce moment-là, chaque fois que quelqu'un porte plainte, tous les gens dans le milieu médical vont être suspendus. Il faut comprendre la pétition parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour écrire. Faut comprendre, lorsqu'on demande la suspension, nous, ce qu'on demande, c'est quand il y a une erreur de la sorte comme il y a eu sur mon père. On comprend que dans mon père, l'erreur, la fatalité, c'est un petit mot de 4 lettres, mais qui a de graves conséquences, c'est la mort. Mon père ne pourra pas revenir, il est décédé des suites de cette négligence, oubli ou cette erreur-là. Donc, ce qu'on demande, c'est quand un médecin fait une erreur qui cause la mort, actuellement au Québec,
que le moment où il y a une enquête, du moment où une enquête est entreprise par le collège ou par le ministère ou par la nouvelle Agence Santé Québec, on demande à ce que le médecin soit suspendu le temps au moins de l'enquête. Parce que vous savez, j'aime mieux être traité par un médecin que je vais savoir, ou je vais savoir qu'il va s'occuper de moi ou qu'il m'oubliera pas qu'un médecin qui va m'oublier. Donc, c'est ce qu'on demande. On demande lorsqu'il y a une enquête majeure. Vous savez, il y a des médecins qui ont été suspendus, exemple dans le COVID, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient contre le vaccin. C'est pas ce qu'on demande. Nous autres, ce qu'on demande, c'est lorsqu'il y a une erreur majeure qui cause la mort, au moment où il y a une enquête par une entité qui est au Québec, qui est légiférée, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une suspension, le temps au moins de l'enquête, qu'on puisse voir si, est-ce que c'est un problème d'incompétence? Est-ce que c'est un problème formatif? Est-ce que c'est un problème de négligence? Il y a plusieurs sortes de problèmes qui peuvent arriver au niveau. C'est plus clair. Expliquer comme ça, c'est plus clair. Cybèle, il y a des gens qui nous écoutent et qui réagissent au propos de M. Teasdale. Oui, Antoine en particulier qui nous a référé à un vieil article de la presse, vieil, pas tant que ça, 2017, qui parlait justement des erreurs médicales. Et c'est l'avocat spécialisé Jean-Pierre Ménard, spécialisé dans le droit médical, qui avait dit que ça avait représenté les erreurs médicales assumées par le système, avait représenté plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Et je sais pas si vous le savez, vous, Monsieur Teasdale, mais dans l'article, on affirme que la RAMQ n'avait jamais entamé une seule poursuite depuis sa fondation en 1970 contre les médecins. Donc là, vous demandez est-ce qu'on suspende les professionnels pendant ces enquêtes-là, mais est-ce que vous allez même jusqu'à demander des poursuites? Parce que en 2017, ça s'était toujours pas fait. Vous savez, je sais pas sur l'angle des poursuites, je sais pas lequel genre de poursuite vous parlez. Vous savez que les poursuites au civil, il y en a quand même plusieurs qui sont au Québec, qui se sont réglées soit hors cours, soit qui sont toujours en attente de règlement, sans savoir ceux non plus qui sont entamés, qu'on ne connaît pas encore. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on a publié l'histoire de mon père, j'ai des centaines d'histoires qui sont arrivées par courriel, texto, Facebook, des gens qui l'ont vécu avec leur père, leur mère, leurs enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aberrant aujourd'hui de voir dans un système de santé où on devrait être performant qu'on a encore beaucoup de lacunes. Il faut savoir qu'en 2017, il y avait une enquête au Québec qui disait qu'il y a 24 000 morts au Québec d'erreurs médicales annuellement. Des enquêtes qui avaient été fournies à Radio-Canada à cette époque-là, qu'on a faites dans nos recherches. C'est beaucoup trop de morts. On peut pas se contenter de ce genre de chiffres-là aujourd'hui. Il faut que le système réagisse rapidement. Vous savez, on veut éviter qu'il y ait d'autres familles qui soient pris pour vivre la même tragédie que nous on a vécu. Parce que voir mon père mourir à petit feu, vous savez, j'ai 45 ans, mon père avait 74 ans, j'ai vu mon père mourir à petit feu dans des souffrances incroyables. Et on veut pas vivre ça. On veut pas vivre ça parce qu'il y a eu une erreur et c'est inacceptable. Comme le ministre l'avait dit à l'époque dans le dossier de mon père, c'est inacceptable comme situation. Absolument. Donc, écoutez, les gens pourront, s'ils le souhaitent, aller signer cette pétition. On va continuer à suivre ce dossier-là, surtout quand vous nous dites, Monsieur Teasdale, qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont contacté avec des histoires similaires. Donc, on va faire un suivi là-dessus. D'ailleurs, Cybèle, tu peux redonner peut-être notre numéro de téléphone, notre adresse courriel, pour que les gens qui ont vécu peut-être des histoires semblables puissent également nous contacter. Oui, donc l'adresse, pour l'adresse courriel, vous pouvez envoyer ça à sophie@cube.radio ou sinon, vous pouvez nous appeler au 1-877-827-2346. On en reçoit souvent des appels en régie. N'hésitez pas, vous pouvez nous texter, mais appelez-nous. On va prendre le temps de vous rappeler ensuite. Si vous voulez partager des histoires, si vous voulez qu'on creuse avec vous, on est là pour ça, Sophie. Absolument. Monsieur Teasdale, j'aurais dû commencer avec ça. Mes condoléances. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec votre papa, mais ce que j'entends de lui, c'est que c'était un homme exceptionnel, un journaliste rigoureux et manifestement quelqu'un de très apprécié. Donc, mes condoléances à vous et à tout le reste de la famille, en espérant qu'à un moment donné, vous puissiez faire votre deuil comme il faut et passer à la suite des choses, comme on dit, mais c'est difficile de faire son deuil quand on a la tête pleine de questions. Merci beaucoup, Olivier Teasdale. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.